Les gendarmes ont été aiguillés par un informateur. Le corps de la collégienne y a-t-il été déposé dès vendredi 29 mai? Qu'est-il arrivé à Liana? Pour commencer leur enquête, les gendarmes se mettent sur la piste du propriétaire de la voiture dans laquelle est montée la jeune fille en sortant du collège. Le véhicule est identifié, le conducteur localisé. Un certain Jérôme Barella, 41 ans, marié et père de 2 filles de 7 et 11 ans. Toute la famille vit ici dans cette maison, à Montestruc, à moins de 10 km du collège où est scolarisée la fille aînée de Jérôme Barella, là aussi où étudiait Liana. Le suspect affirme d'ailleurs l'avoir récupérée à 15 h et l'avoir fait monter dans sa voiture. D'après nos informations, la première exploitation de cette voiture n'a rien révélé d'accablant. Il y a des traces ADN de Liana qui ont été retrouvées à l'intérieur, mais en revanche, aucune trace ADN d'ordre criminel. Pour autant, l'exploitation se poursuit, et notamment d'un point de vue numérique, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les calculateurs embarqués à bord du véhicule, comme le GPS ou comme un calculateur moteur, sont en train d'être examinés par ces enquêteurs spécialisés. En attendant de pouvoir exploiter ces analyses, les enquêteurs doivent s'en remettre au témoignage de Jérôme Barella. Il affirme avoir déposé la jeune fille à 2 km du collège, près de la piscine de Fleurance. Un trajet d'environ 5 minutes, sauf que ce jour-là, la piscine était fermée. Ce qui est certain, c'est qu'il a été aperçu à 18 h 30 au collège. Le suspect était présent à la fête de l'école, pour la bonne raison que sa fille participait au spectacle, et comme il fait d'habitude tous les ans. 2 heures plus tard, il se présente chez Audrey et son conjoint. Les parents d'une amie de sa fille qui connaissent Liana. C'est lui qui leur apprend la disparition de la jeune fille. C'était entre 8h15, 20h15 et 20h30. Voilà. Il était comment? C'était vendredi soir. Il était comment aujourd'hui? Normal, tout à fait normal. L'impression inquiète d'une petite fille qui a disparu, puisque comme moi, ça aurait pu l'être. Mais franchement, une personne tout à fait normale. À cet instant, ni Audrey ni son conjoint n'imaginent que l'homme qui se tient devant eux va rapidement se retrouver au cœur de l'enquête. Car les gendarmes s'interrogent. Que s'est-il passé entre 15 h, l'heure de la disparition de Liana, et le début de la fête de l'école? Qu'a fait Jérôme Barella? A-t-il eu le temps de parcourir les 17 km qui séparent le collège et le silo agricole désaffecté depuis 2022, où le corps de Liana a été retrouvé? Jérôme Barella est-il passé par ces petites rues désertes et arborées? En tout cas, il connaissait ce site pour y avoir travaillé il y a 8 ans, entre 2012 et 2018. Lundi dernier, il est mis en examen pour enlèvement et séquestration de mineurs. Face au juge, Jérôme Barella ne donne aucun élément. Il nie d'abord les faits avant de se murer dans le silence. Lorsqu'on va lui poser des questions plus précises devant le magistrat instructeur lors de l'interrogatoire de première comparution, il va refuser de répondre aux questions. C'est son droit, c'est ce qu'on appelle le droit au silence, et il n'ira jamais plus loin dans les explications. Jérôme Barella est-il impliqué dans la disparition de Liana? Quel lien entretenait-il avec la jeune fille? Au début de l'année, Liana avait passé une nuit chez lui, invitée par sa fille à une soirée pyjama. À son retour, elle avait livré un récit perturbant à ses parents. Sa mère s'en souvient encore. Il nous avait dit qu'il lui avait acheté une pizza rien que pour elle, qu'il s'était amusé à lui faire des chatouilles, qu'il avait pas mal joué avec elle. Et la façon qu'elle me l'a expliqué, donc forcément on a demandé si ça avait été plus loin. Elle nous a regardé un peu choquée sans trop comprendre de quoi on parlait. Donc elle m'a dit que non, il avait juste joué avec elle comme un papa jouerait avec sa fille, quoi.
Après qu'elle m'ait dit ça, je lui ai dit que je voulais plus qu'elle ait aucun contact avec lui, qu'elle ne lui adresse plus la parole, que c'était pas normal de faire ça à un enfant autre que son enfant, du coup. Elle m'avait dit que oui, qu'elle ne parlerait plus, enfin ça avait même l'air d'un peu de lui faire peur quand je lui ai dit ça. Mais à mesure que l'enquête progresse, la mère de la jeune disparue découvre que sa fille était quotidiennement en contact avec le suspect. Apparemment, de ce qu'on a appris, de tout ce qui a été dit, il venait au collège, devant le collège tous les matins. Liana, donc, qui descend du bus pour aller dans le collège, le voyait tous les matins. Il amenait des goûters à Liana tous les jours, et pas qu'à Liana, du coup. Un directeur d'un centre sportif où Jérôme Barella était inscrit décrit lui aussi un comportement surprenant dans son établissement, fréquenté par des adultes, mais aussi par de nombreux enfants. Il passait vraiment beaucoup de temps, ça nous paraissait anormal, avec les enfants. Même pendant les cours, il ne s'entraînait exclusivement qu'avec les enfants, etc. À tel point que voilà, quand ça nous paraissait vraiment trop, on avait assez de surveiller ça, etc., on était obligé de le prendre, de lui dire voilà, arrête, viens t'entraîner avec nous, etc. En fait, on sentait que c'était gênant pour lui de ne pas être au contact des enfants, on sentait que c'était pas sa nature, quoi. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui vraiment, nous rendait mal à l'aise, on n'avait plus cette confiance-là, on était tout le temps en train de le surveiller, à tel point que quand on s'est rendu compte cette saison qu'il ne revenait pas, on s'est dit ouf, on était soulagés. Ce comportement, entièrement tourné vers les mineurs, transpire également du compte TikTok de Jérôme Barella. Parmi les 599 comptes que suit le quadragénaire, une écrasante majorité appartiennent à des adolescentes et de très jeunes filles. Alors, Jérôme Barella agissait-il en prédateur, selon un mode opératoire bien établi, rodé depuis des années? Selon plusieurs personnes qui l'ont côtoyé, la réponse ne fait guère de doute. Jérôme Barella est décrit notamment par des enfants comme étant un père de famille qui était beaucoup trop proche des petites filles de l'entourage de ses propres filles, hein, qui ont 7 et 11 ans, c'est-à-dire qu'il échangeait des messages avec des jeunes filles mineures. Donc se dessine petit à petit le profil d'un possible prédateur, d'un possible pédocriminel qui choisissait des proies dans l'entourage de ses propres filles. Inès, la fille d'Audrey, est en 6e avec l'aîné de Jérôme Barella. Les deux collégiennes sont amies. C'est un dessin qu'Inès a fait pour Liana qui est disparue avec marqué « Je suis triste, tu me manques ». Voilà. Il y a quelques mois, la fille de Jérôme Barella organise une soirée pyjama en apparence banale. Mais avec le recul, certains souvenirs de cette nuit-là prennent aujourd'hui une résonance bien différente. Tu jouais comme si à se chamailler, des choses comme ça, et à faire des guillis comme on ferait à ces enfants comme moi, j'ai pu faire à ma fille petite, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'à son âge, comme je disais, c'est peut-être pas des choses qu'on fait. Elles ont 11 ans, on arrive dans la puberté, elles sont dans la préadolescence. Voilà, on ne joue pas avec des filles de 11 ans comme on pourrait jouer avec des filles de 3 ans, 4 ans quand elles sont petites. Moi, quand j'ai appris ça, du coup, ça m'a refroidi un peu. C'est pour ça que j'ai posé la question à Inès et que je suis venue à lui demander s'il y avait eu quelque chose de plus grave. Elle m'a dit non, maman, je te promets, il n'y a rien d'autre. Des comportements inappropriés qui parfois vont même plus loin. Mercredi matin, Nicolas L., 32 ans, s'est rendu à la gendarmerie pour déposer plainte contre Jérôme Barella. Et en fait, c'est une amie, elle dit, je viens de me l'appeler, et j'ai vu bam, Jérôme B. J'ai fait wow.
marqué Jérôme Barrera. Et c'est là que j'ai fait le truc, j'ai appelé directement la gendarmerie pour lui expliquer les faits, tout ça. Car ce nom, il le connaît. C'est celui de l'agresseur présumé de sa fille de 11 ans. Comme Inès, la collégienne raconte elle aussi une soirée pyjama qui se serait déroulée en août 2025 chez une copine de classe au domicile de Jérôme Barrera. Ma fille, à sa copine, elle s'est confiée qu'elle avait subi des attouchements ou des caresses à des parties du corps, mais elle ne savait pas que c'était pas normal. Et sa copine, elle lui a dit, mais par contre, là, non, c'est des attouchements, donc il faut que tu en parles. Il y avait eu, comment ça s'appelle, des gestes mal placés au niveau de ma fille au réveil, des caresses, au niveau des fesses, la main qui a été posée sur un mur pour lui parler près, et soi-disant, il serait allé dans une piscine, et en sortant de l'eau, il lui aurait touché les fesses à ma fille, tout ça. En mars dernier, un signalement est fait auprès du procureur de la République, mais depuis, la fille de Nicolas N n'a toujours pas été entendue par les enquêteurs. C'est du grand n'importe quoi. Là, c'est pas un pédophile, c'est un prédateur. Ah ben, moi j'espère qu'il soit puni, que ce fou soit bien fermé, qu'il ne bouge plus, qu'il ne ressort plus. D'autant que le nom de Jérôme Barrera n'est pas inconnu de la justice. En 2022, il a déjà été accusé par une mineure qui relate des faits qui se seraient déroulés 2 ans plus tôt, en 2020, alors qu'elle était âgée de 7 ans. Une plainte classée sans suite. Jérôme Barrera a aussi fait l'objet de 2 signalements pour avoir entretenu des relations avec des lycéennes. En 2021, il est d'ailleurs licencié de son poste d'agent d'entretien au sein d'un établissement scolaire du Gers pour cette raison. Le père de famille fait en tout l'objet de 4 plaintes pour viol sur mineur. L'une d'elles a été déposée par cette mère et sa fille de 12 ans. Nous l'appellerons Rosa. Lorsque nous la rencontrons, elle a du mal à dissimuler son mal-être. En soi, ça va pas, mais devant les autres, je fais comme si ça allait. Il y a 1 an, Rosa a avoué l'impensable à sa mère, en commençant par lui poser des questions étranges. Ma fille, elle m'a posé beaucoup de questions par rapport au sexe de homme. Moi, personnellement, je lui ai fait ce adoro, la curiosité, parce que ma fille, elle est quelqu'un de curieuse. Mais mon compagnon, à l'époque, il était gêné. Et il est venu me voir disant qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a discuté, je voulais savoir pourquoi, vient de où cette question. Et là, elle était sur le canapé et elle me dit, maman, je vais te faire violer. Et là, moi, j'ai perdu le fil, j'étais pas bien. Après, c'est mon compagnon qui l'a pris le relais. Alors, par qui, comment, pourquoi. Et c'est là qu'il nous avait dit par qui, comment, où. La collégienne raconte alors que c'est Jérôme Barrera, le père de sa meilleure amie de l'époque, qui l'a violée à plusieurs reprises entre septembre 2024 et mai 2025. Ma fille raconte qu'il déshabille dans le lit chez eux, qu'il essaie de pénétrer, que ça fait très mal pour elle. Plusieurs fois, il a fait l'attouchement du sein. Mais il a violé. Je me culpabilise en tant que maman. Pourquoi je n'ai pas vu venir? Est-ce que je ratais? Et pourquoi j'ai été autant naïve? Audrey, la mère de Rosa, avait pourtant tenté de maintenir le suspect à distance, agacée par son attitude, par les cadeaux qu'il faisait sans cesse à l'adolescente ou par les messages qu'il lui envoyait. Il me disait, mais oui, mais tu veux interdire de voir, je considère comme ma fille, je l'aime comme ma fille. Je dis, mais c'est pas ta fille. En fait, oui, tu apprécies, je veux bien, mais c'est pas ta fille, c'est ma fille. On a pris beaucoup de fois pour ça la tête. Je disais que reste à ta place, tu n'es pas son père, mais il prenait comme si ça était son père.
En août 2025, l'adolescente et sa mère portent plainte. Rosa est entendue par les gendarmes, examinée par des médecins. Mais 9 mois plus tard, silence radio. Le suspect n'a jamais été inquiété. On n'a pas de nouvelles. Je appelais les policiers, je pris plusieurs fois de contact et ils m'ont dit clairement que je le saoule avec mes appels. Et si j'arrête pas d'appeler, ils m'ont fait un mail couronne contre harcèlement. Je trouve qu'un an pour une affaire de viol, c'est très long. Si le justice était marché un peu plus vite, peut-être aujourd'hui, Liana n'est pas disparue. Peut-être on pouvait éviter cette disparition. Car dès le 11 septembre dernier, les résultats des examens médico-légaux de Rosa étaient formels. Ils attestaient la présence de lésions pouvant être compatibles avec les viols qu'elle avait décrits. Pourquoi Jérôme Barella n'a-t-il pas alors été placé en garde à vue à ce moment-là? Y a-t-il eu un manquement de la part de la justice? Selon nos informations, la procédure de Rosa a été transmise par courrier postal au parquet d'Auch depuis le parquet de Toulouse le 28 octobre 2025. Pourquoi n'a-t-elle pas été envoyée sur une boîte mail dédiée aux affaires urgentes? Le dossier a-t-il été jugé suffisamment sérieux? Il y a plusieurs choses qui interpellent dans cette procédure concernant la petite Rosa. Par exemple, pourquoi le parquet d'Auch, lorsqu'ils sont destinataires de cette procédure, pourquoi décide-t-il de confier cette enquête, on parle d'une enquête pour viol sur mineur, viol multiple sur mineur, à la plus petite subdivision qui existe en gendarmerie, c'est-à-dire une brigade territoriale de proximité, la brigade de l'Escours. Là, ce dossier est arrivé sur la table de gendarmes qui gèrent le quotidien dans une zone rurale, qui n'étaient pas du tout outillés pour mener cette procédure. Lors d'une conférence de presse ce mercredi, la procureure de la République d'Auch affirme pourtant que la procédure a été respectée. Le 23 janvier 2026, une attache téléphonique a été actée entre la gendarmerie et le parquet d'Auch, au terme de laquelle il a été prescrit par le magistrat du parquet un certain nombre d'actes d'enquête complémentaires. Il était prescrit, à l'issue de ces actes d'enquête, un placement en garde à vue du mis en cause pour audition. Je tiens à préciser que dans le cadre d'une enquête pénale, l'audition du mis en cause est toujours le dernier acte d'enquête à effectuer, après que l'ensemble des autres investigations aient été réalisées. Cette enquête était en cours au moment de la disparition de Liana. Ce jour-là, elle est la seule à faire face aux médias et se contente de lire un communiqué sans répondre à aucune question. Le lendemain, en déplacement au centre pénitentiaire de Béziers, le garde des Sceaux Gérald Darmanin est interpellé à ce sujet.